j'avais un point de vue que vous connaissez, qui est un point de vue, la chose à faire. La linguistique, c'est une science. La linguistique est une science, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, que nous avons un critère de pertinence qui est la pertinence de la communication. La langue en priorité est je dirais à 95%, c'est de la communication, vise à la communication, et c'est quand on étudie les conditions de la communication qu'on peut comprendre ce qu'est qu'une langue d'une part, et d'autre part comment la langue change, puisque les besoins communicatifs changent. N'est-ce pas? Donc, mon point de vue est très arrêté. Mon point de vue était d'autant plus catégorique que mon idée c'était de définir les mots, scientifiquement définir les mots dont je me servais, et que je constatais que ces mots étaient très mal définis. Prenez morphologie. Morphologie. Les gens ont interprété morphologie sur la base de 2 ou 3 petits paragraphes qui précèdent les morphologies dans les grammaires latines et grecques, où on est obligé, pour des Français, de leur dire qu'il y a en latin et en grec des cas, chose que les Français ne connaissent pas et qu'il faut bien expliquer. Alors, on met ça sous morphologie et les gens se disent, la morphologie, c'est l'étude des cas. Ça ne va pas, des conjugaisons également, n'est-ce pas? La morphologie, c'est l'étude de la forme. Et quand on se convainc que la morphologie est l'étude de la forme et pas autre chose, on clarifie beaucoup les problèmes. Oui, alors c'est ça que vous complétez en mettant en face de la morphologie l'axiologie. L'axiologie pour le seul sens, naturellement, et d'une part la syntaxe, au sens large du terme, qui couvre évidemment disons, les rapports, les classements, les classes d'homonymes de la langue, puisque les classes vont être établies en fonction de leur apparition, de leur existence dans des paradigmes commutatifs. La synthématique, on en a un peu parlé. Oui, non, mais la synthématique, ça fait partie de mon analyse, de ma réaction, disons, à l'enseignement de Saussure, où je me dis, Saussure mélange des choses qui sont essentiellement différentes. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Et d'autre part, alors ce qui est très important, c'est imposer à ces structuralistes, qui n'étaient pas nécessairement des fonctionnalistes, et opposer à ces structuristes et aux descripteurs de langue en général, la notion que la formation des mots ressortit à une description synchronique de la langue. Parce que pour beaucoup de gens, il y avait, disons, conflit. La description, c'était la description de faits observés, et la présentation d'une synthématique, c'est-à-dire d'une Wortbildung, le mot allemand, c'est le mot allemand qui peut venir dans ce cas-là, eh bien, la présentation d'une Wortbildung, ça ne faisait pas partie de la synchronie. Il faut être à ce moment-là, comme je le suis, un synchroniste dynamique pour envisager, pour considérer que la formation des mots fait partie de la description. Fait partie de la description d'un comportement. C'est ça aussi qui est difficile peut-être à digérer pour beaucoup de, disons, linguistes ordinaires, que ce que nous décrivons, ce n'est pas des textes, c'est un comportement. La linguistique, la langue, c'est un comportement. N'est-ce pas? Et ça, je crois que pour beaucoup, c'est... En tout cas, ça reste du non-dit, quoi. C'est ça, ça serait de la nouveauté, quelque chose à repenser, etc. N'est-ce pas? Que la langue est un comportement. Et ça nous amène, si vous voulez, à un ancêtre, un glorieux ancêtre, c'est Humboldt. Humboldt qui dit d'abord en allemand, Werk, la langue n'est pas un Werk, mais eine Tätigkeit, c'est-à-dire non pas un produit, mais une activité, et qui ensuite, de crainte, je sais pas ce qu'il a pris, il a proposé des mots grecs
que personne ne comprenait exactement. Ergon et Energia. C'est ça, oui. C'est ça. Alors Energia, ben, pourquoi pas, tout le monde se gargarisait avec l'Energia de Humboldt. Oui, sans il aurait fait comprendre. conserver son Tätigkeit qui était plus clair. N'est-ce pas? Seulement précisément, pendant des siècles, on a cité Humboldt sans comprendre un instant ce que ça voulait dire. Bien sûr, la langue est une Energia. Et Saussure, c'est évidemment un message que Saussure ne connaissait pas. Ah, c'est-à-dire que dans Saussure, il y a tout. Hein, Non, mais prenez très précisément, supposez que Saussure a eu en tête non pas Energia, avec le vague de ce mot grec, mais Tätigkeit, qu'il connaissait bien, ça sortirait quelque part chez Saussure. Certainement. N'est-ce pas? Et je pense que j'essaye, moi, de répéter, de convaincre les gens que Humboldt avait bien vu les choses. Humboldt est un homme qui avait d'ailleurs eu des contacts avec des langues parlées. Amérindienne? Oui, amérindienne, n'est-ce pas? Par conséquent, c'était un homme qui n'était pas enfoncé dans le texte, des textes. Pourquoi est-ce que tous les gens ne comprenaient pas? C'est que tous ces comparatistes étaient des classicistes. Des latinistes, Des hellénistes, des sécanistes, exactement. Et par conséquent, ils travaillaient sur les textes. C'est-à-dire qu'ils avaient le sentiment qu'une langue était un produit fini. N'est-ce pas? Pour chaque mot de la langue. Et alors à ce moment-là, tout ça s'est joué, la terre qui est couverte par le ciel, etc., etc. Enfin, toutes les considérations sexuelles ou parasexuelles qui pouvaient intervenir ont intervenu. Il y en a eu bien d'autres d'ailleurs, n'est-ce pas? Il a fallu à ce moment-là que les gens se décarcassent pour sortir de ce mauvais pas ou cette. Je comprends bien. Disons, je m'explique. La seule toute petite lacune que je voyais dans votre analyse du genre dans la grammaire fonctionnelle. Oui, non, mais je dirais que on peut, ce qu'on m'a cité toujours, c'est le voile et la voile. Alors je dis réponse. La réponse, c'est que le mot voile, qui veut dire la voile du bateau, c'est à voile et pas voile, si vous voulez. Autrement dit, que le signifiant voile, lorsqu'il s'agit de la voile du bateau, ce signifiant a normalement, fréquemment, la forme à voile. C'est vrai. N'est-ce pas? Et mais seulement c'est très compliqué parce qu'il y a le D de grande, etc., etc. Enfin, vous voyez les répercussions, n'est-ce pas, ce qu'elle peut avoir. Effectivement, n'est-ce pas, c'est plus simple du point de vue pratique, c'est plus simple de faire ce qu'on fait dans la grammaire française ordinaire, où on dit il y a une forme masculine, féminine de l'adjectif, et il faut la prendre et l'employer en conséquence. Mais c'est une horreur. Disons, non mais vous comprenez, prenez, n'est-ce pas, la langue française, qui a des qualités que nous connaissons, mais elle a aussi précisément des défauts de ce type-là, qui sont, bon, on se débrouille, puisqu'on l'a appris dès l'enfance, mais je répète, nous sommes dans la situation où nous sommes ennuyés avec le docteur. C'est quand même une situation qu'on retrouve dans un assez grand nombre de langues. Non, mais bien entendu, oui. puisque ce genre féminin existe très libéralement dans les langues indo-européennes, les pauvres. Oui, mais dans des conditions peut-être différentes. Je ne me prononce pas, hein. Je ne me prononce pas. Non. Simplement, je prends le genre indo-européen, n'est-ce pas, le féminin indo-européen, qui est une peste. C'est vrai. Ça ne nous sert à rien. Alors qu'un bon suffixe de marque de sexe serait excellent. Il y en avait un en indo-européen, n'est-ce pas? Il y avait le suffixe i, enfin i en sanskrit, x en latin, etc. C'était très bon, c'était excellent. Ça marchait très bien. Et ça aurait dû s'étendre, mais d'ailleurs les latins renaclaient, hein? Oui, je sais. Renaclaient, et on disait lupus femina, hein? Pas d'histoire. Donc, non, c'est un cas intéressant, n'est-ce pas, qu'il faut, devant un auditoire français, pour leur dire, écoutez, on vous a, au cours de votre scolarité, on vous a réclamé, incité, et plus que ça, à admirer la langue française dans tous ses détails, mais il y a des points comme ceci, où, du point de vue du rendement de la langue, nous avons affaire à un défaut et non pas une qualité. Oui. Non, mais j'ai été frappé. Il se trouve qu'un tout petit peu par hasard, pour un petit colloque qu'on avait fait à Nanterre sur genre et langage,
j'ai fait une sorte de petit article dans lequel je mets en place un certain nombre de théories plus ou moins récentes déjà. Je ne m'étais pas spécialement intéressé à la question, hein, sinon que naturellement, pour mes grammaires, j'avais parlé de ça. Les deux pages, hein, même pas, les 2 pages que vous consacrez à ça dans la grammaire fonctionnelle m'ont paru extrêmement aigus. Il y avait juste ce petit truc du bassin et de la bassine, mais effectivement, vous en rendez compte de façon intéressante. Non, mais automatiquement, vous aurez des déviations formelles, des implications formelles, oui, n'est-ce pas, qui vont vous emmener en toutes sortes de directions. Bassin-bassine, oui. Quelle pourrait être l'implication là? En général, le féminin, c'est plus gros que le masculin. Ah, pas toujours. Pas toujours. Non, souvent. Il y a cigare-cigarette, camion-camionnette, oui. Ce qui n'est pas commun. La sache est plus grande que le sac, on fait des choses comme ça. Quoi. Oui, mais disons, ça marche pas dans tous les cas. J'ai regardé ça attentivement. Il doit y avoir des 2 côtés. Hein. Il y a notamment la série qui fait problème des diminutifs en net. Comment se fait-il qu'un diminutif sur un nom masculin passe au féminin? Et rarement l'inverse. Rarement l'inverse, vous avez il, ilo, vous n'en avez pas beaucoup d'autres. Hein. Il y a un petit quelque chose là, hein, c'est le cas de le dire. Oui, ça fait partie du problème. Alors, un problème qui m'intéresse beaucoup, mais je n'ai pas le temps de le travailler et il faudrait le travailler, c'est le rapport entre hot et et. C'est vrai. N'est-ce pas? C'est vrai. Qui est au départ géographique. Oui. C'est Haute, c'est la Champagne, la Franche-Comté et la Bourgogne, une partie de la Bourgogne. Ath, c'est la Lorraine, oui, n'est-ce pas? Et il faudrait savoir précisément si un mot comme gigot, par exemple, est plus particulièrement champenois ou non. Ou si on avait déjà des O en français avant que ces O de l'Est gagne le français parisien. Oui, mais gigot n'est pas nettement diminutif. Non, mais c'est pas toujours diminutif. Oui, gigot, la gigue, n'est-ce pas? Probablement, la gigue a donné gigote, gigoté, enfin, vous voyez, à moins que ce soit passé par gigot. Enfin, vous allez voir, on ne sait pas, on peut pas trancher, n'est-ce pas? Bon, merci. Au revoir. À bientôt, j'espère.